en compagnie d'une légende des Saguenayens de Chicoutimi, Éric Fichaud. Éric, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, fait que peut-être qu'il y aura des petites familiarités. Là, on a travaillé longtemps ensemble. Ouais. Je suis très, très content de faire ça avec toi. Je sais que les Saguenayens ont une place spéciale dans ton parcours de hockey, puis je suis content qu'on puisse en parler. Commençons par le début. Te souviens-tu du repêchage à la JMQ? Oui, je m'en souviens très bien parce que c'est un peu, comment dire, bizarre ce qui est arrivé dans mon cas. Comme, bon, la plupart des repêchages, les jeunes vont rencontrer les organisations, puis pour un peu voir la personnalité des joueurs, j'avais fait la même chose. J'ai rencontré un paquet d'équipes, puis quand je suis arrivé à l'Arena Maurice-Richard, il y a un dirigeant de l'organisation des Saguenayens qui est venu me voir. Puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Sags, c'était vraiment l'équipe qui était la plus loin. Puis, venant de Montréal, on dirait qu'il y avait comme une peur de dire qu'on était pour aller à Chicoutimi. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis, je me souviens que le dirigeant en question m'avait dit, écoute, si les Sags te repêchent, est-ce que tu vas venir? J'avais dit, oui, je vais venir, c'est sûr. Fait qu'il m'avait dit, tiens-toi prêt. Puis, écoute, je ne suis pas sûr à 100%, là, mais je pense qu'il repêchait 5e ou 6e. Fait que là, je me souviens, j'avais été voir mon père, puis j'avais dit, hey, père, les Sags vont me repêcher. Ils viennent de me le dire. Si je suis là, c'est sûr que je m'en vais à Chicoutimi. Puis, c'est un peu un genre de joke dans ma famille et avec mes amis, parce que ma mère, moi, je suis enfant unique. Fait que ma mère, disons que c'était pas la destination qu'elle voulait. Elle voulait que je sois plus proche de la maison. Fait que c'était très drôle que finalement, que je sois repêché. Puis, ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Quand ils sont arrivés au micro, ils m'ont repêché. Mais moi, je le savais, mon père aussi. Puis là, ben, ma mère, naturellement, a fait le saut. On était très contents. Puis, si ma mémoire est bonne, on était... moi, à l'époque, l'équipe, ça s'appelait le Montréal Bourassa, le Midget 3. Puis, on était 3 joueurs qui avaient parti dans le top 5 ou 6. Il y avait Steve Brûlé, il y avait Jean-Yves Leroux, puis il y avait moi. Fait que c'est quand même rare de voir ça, 3 joueurs de la même équipe qui parlent aussi de bonheur. Fait que, mais je m'en souviens parce que ça avait été un beau moment. Puis, tu sais, on dirait juste d'être repêché dans le junior. Tu te rapproches tranquillement de ton objectif qui est naturellement de jouer dans la Ligue nationale. Et là, toi, tu disais c'est loin. Je t'ai déjà entendu parler du terme Sibérie pour définir Chicoutimi. C'était comment la Sibérie? Ah, écoute, ben, tu sais, c'est un peu une joke dans le sens qu'on ne savait pas trop à quoi ça. Ben, moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'étais pas sorti de Montréal. C'est naturellement avant les cellulaires et l'Internet, c'était un petit peu différent. Puis, je m'en souviens quand j'ai quitté avec mes parents, là, on était dans le parc, et là, je me disais dans moi où c'est que je m'en vais. Puis, mais c'est drôle, hein? On dirait que dès mon arrivée là-bas, je me suis senti très à l'aise. Les gens étaient tellement gentils. Bon, non seulement les gens de l'organisation pour s'assurer qu'on était bien accueillis, mais tu sais, le fait que j'étais le premier choix, c'est comme si je n'étais pas sûr de faire l'équipe là, parce qu'il n'y a jamais rien d'assuré, mais bon, je savais que j'avais quand même une bonne chance puis qu'on était prêt à me donner cette chance-là. Fait que dans ma tête, je m'étais dit, OK, je reste ici, je vais tout faire pour rester. Puis on m'avait bien reçu. On s'est assuré que, bon, par rapport à l'école, par rapport à la pension et tout ça, que je sois bien. Fait que tout ça a fait que la transition s'est quand même faite assez bien. Oui, c'est sûr, je me suis ennuyé au début, là, comme n'importe quel jeune qui quitte la maison. Mais rapidement, je te dirais que je tombe en amour avec la ville, avec les gens. Puis le fait aussi que ça allait bien sur la glace, ça m'a vraiment aidé, là. Ton premier camp d'entraînement, t'avais-tu un bon camp? Étais-tu nerveux? C'était comment là, ton premier camp d'entraînement dans le junior majeur? Écoute, c'est loin, là, mais écoute, je me souviens que j'avais trouvé le niveau de jeu quand même assez élevé, là, plus que je pensais. Quand même une bonne coche là, avec le midget 3A à l'époque. Puis si ma mémoire est bonne, je me souviens, le camp d'entraînement, le gardien qui était le vétéran, c'était Sylvain Rodrigue.
Et lui, il avait eu une invitation pour aller, je pense que c'était à Saint-Louis. Fait qu'il avait quitté pour le camp professionnel, ce qui avait fait en sorte que je m'étais retrouvé un peu là, à commencer la saison comme le numéro 1 parce que Sylvain était au camp professionnel. Donc, c'était. Oui, j'étais nerveux au début. Puis là, je suis vraiment pas sûr de mon coup, mais je pense que j'avais joué contre les Tigres de Victoriaville, mais il faudrait retourner voir. Là. Puis ça avait quand même bien été. Mon entraîneur, c'était Joe Canale à l'époque, puis qui était quand même considéré un entraîneur très dur. Mais Joe avait été bon avec moi. Puis le fait de commencer rapidement comme ça m'avait aidé. C'est sûr que quand tu es un jeune joueur, puis moi, j'avais joué à peu près tous les matchs là, dans le midget, tu veux jouer le plus possible. Mais en même temps, quand tu es un vétéran, puis Sylvain, c'est un bon gardien de but, je comprenais aussi. Mais le fait qu'il n'était pas là, ça m'avait donné un peu cette chance-là de jouer plusieurs matchs consécutifs. Puis ça, je pense que ça m'a aidé là, pour peut-être intégrer la Ligue plus facilement. Sylvain, c'est le père du gardien oui. Olivier Rodrigue. Exactement. Oui. As-tu gardé un œil particulier sur Olivier durant sa carrière junior, justement parce que tu avais joué avec son père? Ben, écoute, je vais être honnête, je suis ça de loin, mais écoute, c'est sûr que quand j'ai vu Olivier Rodrigue au début, puis j'ai retourné Midget 3A, là, quand il jouait Midget 3, là, j'ai comme allumé là, que c'était le fils de Sylvain. Puis oui, c'est drôle que tu dis ça parce que justement, hier, je regardais puis je voyais qu'il était invité au camp des Oilers. Puis c'est le fun de voir ça. En même temps, ça donne un coup de vieux. Tu sais, quand les enfants des gars avec qui tu as joué sont rendus au niveau professionnel, ça veut dire que tu ne rajeunis pas. Je vois le numéro 35 derrière toi. Ça n'a pas toujours été ton numéro, si je ne me trompe pas, hein? Non, exactement. Quand je suis arrivé, j'avais le 29 parce que, bon, c'est le numéro de Félix. Puis c'est sûr que quand je suis arrivé à Chicoutimi, tout ce que j'entendais, c'était Félix parce qu'il avait gagné la Coupe. Ça avait été le meilleur gardien, là, selon moi, de l'histoire des SAG. Fait que, puis Nepi, Rénal Neptune, qui est encore avec l'équipe, est très proche avec Félix. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivé, il m'a pris un peu sur son aile, puis il m'a un peu. Il me donnait souvent Félix comme exemple, qu'est-ce que Félix faisait des entraînements, comment il jouait, comment. Fait que ça m'a vraiment aidé parce que c'est devenu un peu un modèle pour moi pas nécessairement de l'imiter, mais de m'inspirer de lui, mais par la force des choses. Je me souviens, j'avais la même marque de bâton que lui. C'était des Chimo, je pense, à l'époque. Je pense plus si ça existe, naturellement. Le numéro 29. Il y avait plusieurs choses dans l'équipement aussi. Là. Bon, naturellement, on a retiré, avec raison, le numéro de Félix. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été obligé de changer. C'est comme ça que j'ai choisi le 35. Puis, bon, ça a été mon numéro par la suite. Mais quand je suis arrivé au niveau professionnel, je pense que j'en ai eu 4 numéros. Donc, je te dirais que j'ai changé plusieurs fois parce que je me suis échangé plusieurs fois au niveau professionnel. Mais le 35, naturellement, a été mon numéro là, pour le restant de ma carrière junior. Tu n'es pas un gars superstitieux au niveau des numéros comme tel. Là. Il y en a qui le sont. Ben, il ne faudrait pas parce que j'aurais trouvé le temps long. Comme je t'ai dit, j'ai changé souvent. Mais non, le 29, naturellement, je ne l'ai pas eu longtemps. Parce que je pense que c'était dès ma première année qu'on a retiré le gilet de Félix. Donc, j'ai eu à changer assez rapidement. Puis, je te dirais que c'est un numéro que je ne suis pas convaincu que je l'ai eu par la suite au niveau professionnel. Mais non, pour le numéro, je te dirais que le fait que j'ai changé souvent, c'est comme ce côté-là a pris le bord un peu là, au niveau des superstitions. J'en avais d'autres, mais pas ça. Comme quoi? Ah, ben, écoute, tout le temps, la façon de s'habiller, où tu vas mettre ton bâton sur le mur dans différents arénas. Tu as toutes sortes de petites choses, rien de majeur, là, mais c'est plus des habitudes. Comment tu vas taper ton bâton. C'est surtout des affaires aussi par rapport à l'équipement, comment tu t'habilles. C'est plus des habitudes, mais on dirait que tu as l'impression que si tu ne le fais pas, ça va mal aller. Mais les superstitions, c'est un couteau à double tranchant parce que j'en ai vu des joueurs qui en avaient beaucoup. Puis quand ça commence à mal aller, je te dirais que là, tu t'en poses des questions. Qu'est-ce que tu vas changer? Tu peux te perdre là-dedans. C'est correct d'avoir des habitudes, peut-être quelques superstitions, là, mais en général, si tu en as trop, là, ça peut mal virer aussi.
es encore beaucoup impliqué dans le monde du hockey par la télévision, tout ça, mais est-ce que tu as gardé un lien avec certains coéquipiers de hockey junior? Y a-t-il des gars avec qui tu as joué junior que tu parles encore ici et là, peut-être même régulièrement? Oui, ben c'est sûr, j'ai gardé des liens. En vieillissant, ça devient de plus en plus dur parce que, bon, naturellement, les joueurs, on a des familles, des femmes, des enfants et tout ça. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Mais oui, écoute, c'est sûr, mon coéquipier que je suis en communication le plus souvent, c'est Jérôme Boivin. On a joué 3 ans. On a même resté ensemble en pension. Puis on a gardé contact. Pendant plusieurs années, je retournais à Chicoutimi voir ma famille de pension. Puis voir mes amis. Yannick Jean aussi, qui est entraîneur des SAG, on est resté en contact. Pas qu'on se parle continuellement, mais on va se texter. On a quand même gardé des liens parce que, bon, veut pas. On a été recrues. C'est drôle que les 2 noms que je t'ai mentionnés, on a été recrues ensemble. C'est comme si le fait qu'on a vécu des expériences similaires fait en sorte qu'on a tissé des liens. Puis, ben, on a gagné aussi la coupe du président. Fait que, veut pas. Ça vient un peu, comme j'ai dit, tisser des liens. Et oui, j'ai gardé contact aussi. J'ai Dominique Savard, Christian Caron. J'ai peut-être 4-5 gars que aujourd'hui, c'est plus facile avec les textos. Pendant des années, je les ai perdus de vue, mais c'est sûr que là, c'est plus facile aujourd'hui de garder contact avec certains joueurs. Tu as parlé de Yannick Jean, qui est l'actuel entraîneur et DG des Saguenayens. Oui. As-tu une anecdote sur lui que tu peux nous raconter, quelque chose qu'il faisait sur la glace, quelque chose de cocasse que tu aurais le droit de nous raconter? Là? Eh boy, là, pas vraiment rien de cocasse, mais tu sais, Yannick, c'est un gars de la place, puis je me souviens qu'il avait été repêché très, très tard. C'était à l'époque qu'il y avait beaucoup plus de rondes au repêchage, puis j'avais pas nécessairement réalisé à quel point qu'il avait été repêché tard, puis je me souviens que bon, il avait fait l'équipe, mais je te dirais que la seule chose que je peux dire, c'est les vétérans n'ont pas épargné Yannick. Puis l'anecdote que je peux dire, c'est quand on a retiré mon gilet, il m'a invité dans le vestiaire à parler aux joueurs et tout ça. Puis là, naturellement, il a fait son discours. Puis ça m'a fait drôle parce que moi, on était recrues ensemble. Et là, de le voir aujourd'hui, entraîneur avec l'autorité, et voir comment les joueurs l'écoutaient. Même moi, je regardais à terre. C'était intimidant. C'était impressionnant de le voir. J'ai été vraiment impressionné par la façon qu'il se comportait. Puis, tu sais, je sais qu'il y a du vécu, là. Ça fait un bout qu'il est dans la ligue, mais moi, je ne l'ai jamais vu dans le vestiaire avec les joueurs. Puis, c'est toujours drôle d'avoir un de tes anciens coéquipiers quand il est entraîneur, comment l'attitude, c'est différent. Puis, vraiment, le respect que les joueurs ont pour lui. Moi, ça m'a marqué. J'y avais même dit, je dis, wow, tu sais, tu peux voir, le gars, il était préparé sur ce qui s'en va. Puis, ça m'a fait vraiment drôle parce que moi, je me souviens très bien quand on était recrues, qui ramassait les rondelles. Et là, c'est plus la même chose. Là. Donc, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs. Puis, en même temps, c'est tout à son honneur. Vraiment une belle carrière comme entraîneur qu'il connaît. C'est sûr que toi, tu suis plus la Ligue nationale pour des raisons professionnelles, mais ouais. Réussis-tu quand même à garder un petit œil sur les Sags, à vérifier les résultats? Tu sais, cette année, il y avait peut-être une équipe pour reproduire ce que vous avez fait, c'est-à-dire aller à la Coupe, gagner la Coupe du Président peut-être, et peut-être même aller à la Coupe Memorial. Réussis-tu à garder un œil quand même sur les Sags? Honnêtement, peut-être pas autant que j'aimerais. Comme tu as dit, le fait qu'on est constamment, en tout cas, mon travail là, avec la Ligue nationale, on a des matchs tous les jours, donc je porte un peu moins attention. C'est sûr que, comme tu as mentionné, la dernière saison, je le sais qu'il y avait une très bonne équipe, puis bon, naturellement, c'est tellement de valeur ce qui est arrivé avec la fin de la saison et tout ça, puis je sais qu'Yannick avait fait plusieurs transactions pour aller chercher des joueurs de haut niveau. Je le suivais un peu plus cette année parce que, tu sais, je voyais qu'il y avait peut-être une chance d'aller jusqu'au bout. Ça aurait été vraiment plaisant. Je pense qu'il y a encore une bonne équipe pour la saison prochaine. Mais des fois, quand je vois Michael Alancette, je vais lui demander parce que, naturellement, lui, c'est l'informateur. C'est lui, vraiment, monsieur Ligue majeure du Québec. Si je veux savoir de quoi, je demande à lui. Des fois, quand je croise Michael, je vais lui demander, puis les SAG, comment ça va, le travail de Yannick, les transactions. Puis c'est plus comme ça que j'ai des nouvelles là, par rapport à ce qui se passe avec les SAG. Là.
te verrais-tu un jour faire un retour dans le hockey comme entraîneur ou quelque chose de genre? C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait ou la télé, ça fait amplement ton bonheur? Non, je me vois pas entraîneur. Puis j'ai été, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai donné des cours dans des écoles de hockey pendant plusieurs années, quasiment 7 ans comme il faut, dans différentes écoles de hockey. C'est différent, c'est pas comme être un entraîneur-chef, c'était uniquement le gardien de but. Puis j'aimais ça, mais vraiment, ma passion, c'était d'être à la télé. Puis quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai sauté dessus. Puis honnêtement, je me vois pas vraiment faire d'autres choses comme c'est là. Ça peut changer, on ne sait jamais dans l'avenir, mais j'aime bien mon boulot. Ça me permet d'être avec le hockey de la Ligue nationale, d'être avec un peu là, une gang de gars comme quand je jouais. Fait que je te dirais que de retourner coacher, peu importe que ce soit assistant ou coach de gardien, je ne suis pas convaincu, honnêtement, que je me revois faire ça, mais comme j'ai dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Tantôt, tu as parlé de ta famille de pension, puis moi, ça m'intéresse. Je veux savoir comment ça se passe pour un kid de 15-16 ans qui s'expatrie loin de la maison et qui se retrouve dans une famille qui le connaît pas. Ouais. Tu vis ça comment, puis ça se passe comment? Visiblement, dans ton cas, ça s'est quand même bien passé puisque tu retournes assez régulièrement les voir. Oui, ben écoute, je pense que il n'y a pas une famille qui est pareille. C'est sûr que tu as des familles aussi qui ont de l'expérience, ça fait plusieurs années qu'ils ont des joueurs. Tu as des familles. Moi, je suis arrivé dans des familles qui avaient quand même déjà eu des joueurs, donc je n'étais pas le premier parce que des fois aussi, c'est une adaptation pour la famille parce que eux autres non plus, d'avoir un étranger qui s'installe dans leur demeure, c'est un ajustement, mais dans mon cas, moi, j'en ai eu plusieurs, mais je n'ai pas juste eu une pension. Là, j'ai changé à quelques reprises. Donc, mais c'était des pensions qui avaient déjà eu des joueurs, puis ils savaient exactement comment gérer la venue, là, si tu veux, d'un ou des joueurs, parce que j'ai resté avec d'autres coéquipiers là, dans différentes pensions. Puis c'est sûr que c'est une période d'ajustement parce que bon, t'es pas chez vous, là, même si naturellement, tu es bien installé, tu as ta chambre et tout ça. Mais cette famille-là devient très importante parce que, je veux dire, si tu es bien à l'extérieur, la glace, ça va avoir un impact sur ton jeu, ça c'est clair. Tu n'as pas besoin, tu n'as rien, tu manges bien, tu dors bien, tu as ton espace pour étudier. Pour peu importe les hobbies que tu as, moi je pense que c'est primordial. Et quand tu regardes les joueurs qui ont eu un certain succès au hockey, là, la plupart du temps, ils ont eu des très, très bonnes relations là, avec leur pension. Puis même, il y en a plusieurs qui ont resté en contact au fil des ans. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle peut-être pas assez, mais c'est extrêmement important pour les joueurs juniors. Deuxième année déjà, c'est l'année de repêchage dans la Ligue nationale. C'est une question que je pose beaucoup aux joueurs de hockey junior. Ouais. On vit ça comment, une année de repêchage? C'est quand même je te dirais, c'est un taux de stress qui est ajouté parce que, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Là. Ma première année, bon, tu es un peu dans l'inconnu, tu arrives, tu joues, tu ne poses pas de questions. Bon, tu veux toujours bien faire naturellement, mais je te dirais que ce qui était dépisteur et Ligue nationale, là, je ne pensais pas vraiment. La deuxième année, là, tout d'un coup, quand tu commences à entendre ton nom, faire partie des listes, là, tu te fais dire, regarde pas les listes parce que ça va changer, mais c'est extrêmement difficile c'est facile à dire, c'est difficile à faire. T'sais. Donc, j'imagine aujourd'hui, là, c'est tellement facile d'avoir accès à tout ça. Ça n'a pas été évident pour les jeunes parce que, bon, là, quand tu commences à faire partie d'un groupe d'espoir, puis là, plus que tu as du succès, bon, plus que tu as de dépisteurs, là, veux pas, tu le sais. Moi, monsieur, mon entraîneur à l'époque, Gaston, il disait, les gars, il y a 25 dépisteurs, admettons, qui sont là ce soir, c'est le temps, veux pas, tu veux motiver les joueurs, mais tu y penses. C'est clair. Moi, à l'époque, vu que Chicoutimi, c'était plus loin, il y avait moins de dépisteurs qui allaient voir les SAG. On attendait naturellement que les équipes viennent dans la région de Montréal. Puis la place qui était si tu veux, la destinée là, pour les dépisteurs, c'était Laval. Et tu savais que quand tu jouais le lundi à l'époque, là, je pense que c'était le lundi à Laval, tu étais pour avoir un paquet de dépisteurs.
Puis je me souviens, dans mon cas, j'ai pas eu bien de succès à l'avant. Je pense qu'à chaque rencontre, je me faisais enlever. À chaque fois, je me disais, Colin, je ne me ferai jamais repêcher. Je ne suis pas capable de finir un match. Mais à un moment donné, j'ai commencé à mettre ça de côté, puis à faire ce que je faisais de mieux. Puis je pense que moins que tu y penses, mieux que c'est. Puis tu deviens, on dirait, tu apprends à gérer ça. Plus que la saison avance, plus tu sais qu'il y a comme un buzz, là. Puis éventuellement, tu ne penses pas à ça, tu joues. Puis en tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ça m'a quand même permis là, de connaître une bonne deuxième saison. Ouais, parce que la plupart des joueurs vont te répondre, surtout ceux qui jouent la game présentement. Toi, tu en parles avec un peu plus de recul, là, des dizaines d'années de recul. Tu sais, t'as beau dire, j'y pense pas, je m'ajoute pas de pression, mais en même temps, ça doit être presque impossible de ne pas y penser. Hein. Non, c'est impossible. C'est sûr que, tu sais, il faut que tu apprennes à gérer ça. Tu sais, t'es pas en train, à chaque fois que tu fais un arrêt, tu regardes dans les astrales, tu vois, c'est ton vu. Là. À un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre un peu de recul. C'est pas, tu sais, tu apprends à jouer avec ça, puis de façon d'un autre. Si tu n'es pas capable d'avoir du succès quand tu as des dépisteurs ou des dirigeants qui te regardent, tu vas trouver le temps long parce que ça fait juste commencer. Parce qu'après ça, quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, là, les directeurs généraux dans la Ligue nationale, ils viennent te voir, puis ils viennent te voir, pas le premier match, ils viennent te voir le troisième match que tu joues au troisième soir, quand ton équipement est tout mouillé et tu es fatigué. C'est jamais dans les conditions idéales, des fois, la Ligue américaine. Puis, tu as toujours quelqu'un qui est là pour t'analyser, pour t'épier. Fait que si tu n'es pas en mesure de gérer ça, malheureusement, tu ne seras pas capable de réussir dans le hockey. Là. Puis quand est-ce que tu as pu percevoir peut-être que les Maple Leafs allaient te repêcher? T'avais-tu une idée? Non, aucune idée. Écoute, la veille de la journée ou les 2 journées avant là, mon repêchage, tu as naturellement là, un paquet de rencontres à faire. Tu as des rencontres qui sont cédulées. En tout cas, dans mon cas, là, c'était ça. Puis j'ai rencontré à peu près 95% des équipes. Puis je me souviens, ça avait été extrêmement difficile pour moi parce que je ne parlais pas anglais beaucoup, à peu près pas, je te dirais. Donc, j'étais plus stressé par mon anglais que de la rencontre en tant que telle. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs le vivent moins parce que la plupart des joueurs sont bilingues, ce qui est tellement une bonne chose. Pour arriver au niveau professionnel, c'est primordial d'être quand même assez à l'aise en anglais. Puis, moi, j'avais rencontré un paquet d'équipes. Puis il y avait des équipes, tu sais, des fois, tu vas sortir du meeting, tu dis, ça a bien été, je pense qu'ils m'aiment, tout ça. Puis, tu sais, tu avais un bon feeling. Puis tu dis, peut-être ils vont me repêcher, mais dans le fond, tu n'as aucune idée. Les autres, ils ont leur liste. Ça dépend toujours des rangs. Moi, Toronto, je ne les ai même pas rencontrés. C'est pour te dire, je n'avais aucune idée que Toronto était intéressé à mes services. Je ne me souviens plus exactement les équipes. Là. Je pense qu'il y avait Washington qui avait montré beaucoup d'intérêt à l'époque. On m'avait fait venir à 2 occasions. C'était David Poyle qui était le directeur général à ce moment-là. Puis, je les avais rencontrés à plusieurs occasions. On m'avait dit qu'il y avait un grand intérêt. Puis, si ma mémoire est bonne, il y avait 2 choix cette année-là. Puis, tu vois, ils m'ont pas pris. Fait que, c'est ça. C'est pour ça que quand je te dis la liste, il faut en prendre puis tu dois en prendre puis en laisser parce qu'il y a tellement d'imprévus dans un repêchage. Tu as des équipes qui s'attendaient à que tel joueur ne soit pas là. Puis quand il arrive, il est encore là. Fait que tu peux être licité à certains niveaux, puis tu peux prendre une débarque de 10. Ça va vite. Là. Donc, le meilleur conseil, c'est ça, c'est de ne pas regarder cette liste-là. Il y a trop d'impondérables. Remets-nous dans le contexte de l'année de la conquête de la Coupe du Président. C'était comment comme équipe? C'était comment de vivre ces succès-là, puis c'était comment de gagner ultimement? Bien, cette année-là, je pense que un des éléments importants, c'est notre entraîneur, Gaston Drapeau, qui malheureusement est décédé. Gaston, non seulement c'est un entraîneur qui avait beaucoup de bagages dans la ligue, mais c'est tu sais, des fois, en anglais, tu vas dire un player's coach. C'est un gars qui était bon avec les joueurs. C'était peut-être pas le meilleur technicien, mais il était capable d'amener un esprit d'équipe. Puis je pense que c'était vraiment notre force. On avait des joueurs très, très talentueux, mais je pense que la force de cette année-là, c'était comment les joueurs, on était proches ensemble, puis la gang de gars faisait en sorte qu'on jouait en équipe, on se tenait vraiment. Puis je pense que ça a fait en sorte qu'on a peut-être battu des équipes qui étaient meilleures que nous autres au niveau du talent.
parce qu'on avait cet esprit d'équipe-là. Puis c'est vraiment, je pense, ça a vraiment commencé avec l'entraîneur. Puis on avait aussi, tu sais, on parle toujours de leadership. Puis c'est un mot qu'on lance souvent dans les conversations. Puis ça devient quasiment cliché, mais quand tu as un bon groupe de leaders, je vais te dire, ça change complètement. Puis nous autres, ben, on avait nos joueurs de 20 ans, là, c'était Michel Saint-Jacques, Danny Beauregard, Steve Gosselin. C'était probablement les 3 meilleurs joueurs de 20 ans dans la Ligue à ce moment-là. Et quand tu as un noyau solide comme ça, qui est des gars aussi qui avaient gagné la Coupe 2 années, je pense, auparavant, ça fait en sorte que tout le monde a embarqué, tout le monde tirait du même côté. Il n'y avait pas de... On va entendre ça souvent il y avait des clics dans une équipe. Dans cette équipe-là, il n'y en avait pas de clics. C'est sûr, tu as toujours des joueurs, tu t'entends mieux que d'autres. Mais en général, c'est une équipe qui était très unie. Moi, je pense que ça a fait en sorte qu'on a passé à travers beaucoup de bonnes formations. Puis pour éventuellement, non seulement gagner, mais quand même avoir un tournoi là, qui était plus que raisonnable là, pour la Coupe Memorial. Avant de la Coupe Memorial, toi, tu as eu des bonnes séries quand même. Te souviens-tu de l'état d'esprit dans lequel tu étais pendant ces séries de la Coupe du Président? Là? Oui, je me souviens que j'étais fatigué. J'avais joué beaucoup de matchs en saison, puis beaucoup de matchs en série. Je pense à l'époque, il y avait un round robin, on avait joué un match suicide. Écoute, on avait joué, je pense, le maximum ou pas loin là, de matchs pour se rendre en finale. Puis, à un moment donné, l'horaire était rendu tellement serré parce que là, la Coupe Memorial arrivait. On devait jouer des matchs là, à quasiment répétition. Puis, je me souviens d'avoir dit à mon entraîneur à un moment donné, j'étais complètement brûlé. Je pense que j'avais perdu plus que 10 livres. J'étais déjà pas gros dans le temps. Fait que j'avais dit à mon entraîneur, écoute, je suis pas capable de jouer, je suis complètement vidé. À un point, je pensais que je faisais une mononucléose à un moment donné. Puis il m'avait dit, écoute, fais ce que tu peux. Puis à un moment donné, c'est comme l'adrénaline prend le dessus. Puis tu continues à jouer. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Puis comme on parlait juste un peu auparavant, le fait que c'était mon année de repêchage, j'avais tout ça en plus avec le fait que j'avais joué beaucoup de hockey. Puis cette année-là, quand on a fini la Coupe Memorial, ben là, tu as le repêchage, tu as les rencontres. Je te dirais, là, quand je suis revenu pour ma 3e année, là, je ne m'étais pas encore remis de ma 2e année. J'avais eu beaucoup, beaucoup de hockey, plus naturellement le repêchage. Je te dirais que c'était énorme. J'avais eu de la misère, on dirait, à reprendre le beat. Mais là, tu es humble là, parce que là, tu parles de comment ça a été difficile, mais au final, tu as gagné le trophée Guy Lafleur. Tu as été le meilleur joueur des séries. De recevoir cet honneur-là, ça faisait quoi? Ah oui, ben écoute, je t'ai dit, oui, j'étais fatigué, mais oui, tu as raison, ça a bien été. J'étais vraiment, j'étais dans mon élément, j'étais très confiant. On dirait plus que ça avançait, plus que ma confiance grossissait, si tu veux. Quand je suis arrivé en finale, c'était contre Laval. Là, écoute, c'était Emmanuel Fernandez, qui, à mon opinion, un des meilleurs gardiens de but qui a joué dans la Ligue majeure du Québec, qui était encore à ce moment-là très dominant. Puis moi, mon défi, c'était de le battre. Puis c'est drôle, je l'ai connu par la suite. On s'est entraînés ensemble. Puis lui, il disait la même chose. Je pense que les deux, on s'est challengés pour sortir la meilleure de l'autre. Puis ça a bien été. Je me souviens d'avoir gagné le trophée. Ça, je m'en souviens aussi. Je me souviens. Puis, tu sais, naturellement, tout en faisant ça, j'étais quand même conscient aussi que c'était mon année de repêchage. Tu sais. Fait que je savais que c'était pour m'aider, tu sais. Mais je le savais, mais je le mettais de côté. Puis je continuais d'avancer parce que, tu sais, tu t'es rendu là, tu vas aller chercher la Coupe Memorial. Tu as tellement tout donné. Fait que je savais qu'en me concentrant sur mes affaires, que c'était pour aider tout le monde, puis ça m'aidait moi en même temps, tu sais. C'était un peu mon processus parce qu'un gardien, c'est différent, là. Tu es tout seul, tu es dans ton filet. Puis j'étais vraiment capable, on dirait, de. Tu sais, quand tu dis tu es dans ta zone, de t'isoler, j'étais vraiment là, focusé. Puis ça m'a. On dirait que plus que ça avançait, plus que les séries avançaient, plus que je prenais en confiance pour arriver à Coupe Memorial. Puis là, c'était, on dirait, de me comparer avec les meilleurs de l'Ouest, les meilleurs de l'Est. Parce qu'on avait à cette époque-là un petit peu le sentiment qu'on était moins bon. C'est ça qu'on voulait comme casser, là, tu sais.
Tu parlais d'Emmanuel Fernandez qui a aussi atteint la Ligue nationale. Toi, tu as joué dans les années là, où la LHMQ était possiblement la référence en termes de gardien de but. C'est les années d'or là, pour les gardiens de but du début des années 90. Tu sais, toi, tes années, il y avait aussi Théo qui était là. Ouais. Est-ce que ça ajoutait de la pression de savoir que il fallait que tu sois un des meilleurs gardiens dans une ligue où il y avait possiblement les meilleurs gardiens? Moi, non, au contraire, je trouve que c'était motivant. Quand je jouais contre José, Julien Albert, je lui ai montré que j'étais meilleur que lui. Puis j'imagine, si tu lui parlais, il dirait la même chose. Puis tous les gardiens, que ce soit Jocelyn Thibault, Emmanuel Fernandez, il y avait Philippe de Rouville. Comme tu dis, il y avait de très, très bons gardiens. Puis Pat Lalime. Tous les gars qui ont réussi à jouer professionnel, c'est sûr que la plupart du temps, quand tu arrives dans le junior, tu as des gars que tu as joué contre quand tu étais, mettons, Bantam, tu as joué midget, puis là, tu montes de niveau ensemble, puis là, tu arrives dans le junior, là, tu veux monter un autre niveau, tu veux atteindre la Ligue nationale. Mais tu as raison, je pense que c'était plus une source de motivation qu'une source de pression de jouer contre tel ou tel gars. Parce que veux pas, quand tu joues, quand tu joues contre une équipe, bon, tu affrontes l'équipe, mais tu affrontes le gardien en face, puis veux pas, c'est comme si tu veux relancer le gars, tu fais un bel arrêt, l'autre, il doit dire « OK, c'est à mon tour ». C'est un peu comme ça. Tu veux gagner le duel, parce que tu dis « Si je gagne le duel, j'ai une maudite bonne chance de gagner le match ». C'est un peu comme ça que je le voyais. Tu m'as déjà dit que ton idole, c'était en partie Félix Potvin. Ça faisait quoi de porter le même uniforme que lui? Ben, écoute, c'était spécial, c'est sûr. C'est sûr que Félix, c'est devenu, comme je te dis, plus mon idole quand je suis arrivé à Chicoutimi. Je savais c'était qui naturellement avant, là, mais le fait d'arriver à Chicout, là, j'étais vraiment dans le nom de Félix, si tu veux, là, avec tout ce qu'il avait fait. Je voyais les banderoles, qu'il avait gagné, son gilet retiré. Puis j'ai resté aussi à la même pension à ma deuxième année que lui. Donc, c'est sûr qu'avec tout ça ensemble, là, c'était comme assez évident là, que Félix, c'était devenu mon modèle. Puis là, pour ajouter à tout ça, je me fais repêcher par Toronto, l'équipe où il évoluait. Mais c'est drôle parce que mon premier camp d'entraînement à Toronto, Félix avait été tellement fin que moi. Il m'avait amené chez eux. Il m'avait vraiment... je pense qu'il savait c'était quoi, là, un premier camp d'entraînement. Fait qu'il savait un peu ce que je vivais. Il voyait que j'étais pas... j'étais un peu gêné. Je parlais pas beaucoup anglais. Je faisais ma petite affaire. Puis... je pense qu'il m'avait rendu l'expérience beaucoup plus facile parce que j'étais avec lui, je le voyais aller, je le regardais travailler. Fait que ça veut pas, ça m'a beaucoup aidé là, pour ma première expérience chez les professionnels. Y a-t-il un conseil ou quelque chose qu'il a fait qui t'a aidé plus particulièrement que tu te dis encore aujourd'hui, wow, ça c'était vraiment cool de la part de Félix Potvin? Pas nécessairement qu'il m'a dit quelque chose, mais c'était son attitude en général. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était son calme. Puis c'est là que j'ai vu, avoir autant de pression, parce que naturellement, Toronto, c'est un des plus gros marchés de la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal. Puis de le voir se comporter, comment c'est un gars qui était calme. Ça m'avait vraiment, parce que, j'en avais eu de la pression, mais je savais que je pourrais en avoir encore beaucoup plus. Là, plus tu montes de niveau, plus que tu en as. Puis moi, c'est vraiment ça, de voir se comporter, comment il faisait face à ça. Ça m'a un peu comme Carey Price. On le voit à Montréal, Carey est très, très calme. Un gars qui n'est pas jamais trop haut, jamais trop bas. Félix, c'est un peu comme ça. C'est un gars qui n'est pas, c'est pas un gars énervé. C'est pas un gars qui est toujours. Tu as l'impression qu'il est toujours à peu près dans le même mood, là, puis ça fait en sorte que tu es capable de faire face à des situations, beaucoup de pression. Moi, ça m'avait vraiment impressionné. Mais il y a tellement de choses, là, la façon qu'il tapait son bâton, sa position. Écoute, il y a un paquet d'affaires parce que n'importe quel gardien, et puis j'ai joué avec plusieurs gardiens dans ma carrière, tu vas toujours chercher des affaires, même si c'est un style complètement différent. T'apprends des gars, puis c'est sûr, j'ai appris beaucoup de Félix. Même si il y avait les comparaisons, mais je veux dire, c'était pas vraiment le même style, là, dans le sens que Félix, c'est un style complètement différent. Puis, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai appris de lui, là, techniquement, comment il se tenait, son bâton, quand il mettait son bâton en terre. Il y a beaucoup de choses que j'ai utilisées et qui m'ont vraiment aidé, là.
Quand tu as été échangé, si je ne me trompe pas, de Toronto à New York, tu étais encore junior. On vit ça comment, un échange dans la Ligue nationale alors qu'on n'est pas impliqué dans la Ligue nationale encore? On vit ça très, très drôlement, je te dirais, parce que, bon, c'était avant les cellulaires. C'est pas comme aujourd'hui, là, que tu reçois des textos, tu reçois de l'information. Ça se passe pas, parce que ça se passait pas comme ça dans le temps. C'était vraiment... mon monsieur de pension, il est venu me voir, il dit t'as un téléphone pour toi, c'est un anglophone. Puis je me souviens, OK, là, j'ai pris le téléphone, c'était Bill Waller, qui était l'assistant de Cliff Fletcher à l'époque, assistant directeur général, pour me dire que. Puis encore là, il ne faut jamais oublier que je ne parle pas beaucoup anglais, donc c'est assez limité là, dans ma conversation. Je me souviens juste qu'il me dit je te souhaite la meilleure des chances, on vient de t'échanger. Puis il continue à parler. Puis là, il me dit pas où. Fait que moi, je dis where? Puis là, il dit oh, sorry, New York Islanders. Fait que là, j'apprends que je me fais échanger avec les Islanders de New York. Là, je raccroche le téléphone, mais pas de nouvelles. C'est comme ça. Là, je me souviens, je remonte en haut, puis j'annonce à ma pension, ben j'écoute, je viens d'être échangé. Ça s'est fait comme ça. C'est très, très. Je suis retourné en bas, je pense, jouer au PlayStation. Quelque chose comme ça. C'était bien. Ou non, dans le temps, je pense que c'était le Genesis, ça fait longtemps. Fait que c'était le Sega Genesis. Je retourne en bas jouer aux jeux vidéo, puis éventuellement, là, on est rentré en contact. Je veux dire, les Islanders sont rentrés en contact avec moi. Mais c'est comme. Ça s'est fait tellement. C'est tellement drôlement que j'ai comme pas réalisé vraiment sur le coup. Puis, tu sais, le monde me disait t'es-tu ennuyé? T'as-tu trouvé ça dur de quitter Toronto? C'est pas que j'ai pas trouvé ça dur. J'ai été là 3 semaines. T'sais. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que je jouais à Toronto, que j'avais une place j'avais ma maison dans la ville, puis que là, je partais. Ça, c'est plus difficile. Mais moi, j'avais fait un camp seulement. Oh, j'avais adoré mon expérience. J'avais signé mon premier contrat professionnel avec eux autres. J'avais cet attachement-là, mais j'ai été à l'hôtel 3 semaines, puis je suis retourné chez nous. Fait que, pour moi, quitter Toronto, je savais que j'avais peut-être une meilleure chance de jouer dans la Ligue nationale plus rapidement avec les Islanders qu'à Toronto, parce que naturellement, Félix était là. Puis tu as joué à l'époque avec les Islanders, à l'époque où il y avait un propriétaire, pas de propriétaire. Ouais, j'ai tout vécu, moi, avec les Islanders. John Spano, ouais, ça, c'était ma 2e année, je pense, qu'il est arrivé dans le décor. Mais ma première année, quand je suis arrivé, le gardien avec moi, c'était Tommy Soderstrom, qui avait joué quelques années avec les Flyers avant, qui était un personnage avec son casque rond, son bâton, pas de tape, je pense. Il était assez spécial, mais il était bien gentil avec moi. Il m'avait quand même aidé. Puis après ça, il y a eu Tommy Salo qui est arrivé, qui était un excellent gardien de but aussi. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les gardiens avec qui j'ai joué. Là, ça a donné que c'était 2 Suédois. Mais c'est des gars, autant qu'on était en compétition, autant que les gars, je pense qu'on était capable de mettre ça de côté puis d'avoir quand même une très bonne relation. Là. Ton plus beau souvenir de hockey junior, c'est quoi? C'est gagner la Coupe du Président. Ça, pour moi, c'était le but ultime à l'époque. Puis de l'avoir fait avec la gang de gars que je te disais tantôt, là, avec l'esprit d'équipe qu'on avait, c'est le plus beau souvenir, c'est sûr. Je ne suis même pas capable de trouver un souvenir individuel là, plus fort que ça. C'est sûr que, mon repêchage de la Ligue nationale, c'est différent. Là. C'est pas un souvenir de la Ligue junior majeure du Québec, c'est différent. Là. C'est sûr que pour ma carrière, de se faire repêcher dans la Ligue nationale, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Mais par rapport au hockey, là, de ce que j'ai fait dans la Ligue junior majeure, c'est sûr, c'est la Coupe. Toi, est-ce que tu avais fait le World Junior? Non, je m'étais fait retrancher. Je me demande si je n'ai pas fait 1 ou 2 camps d'entraînement. Là. Je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas, mais je m'étais fait retrancher en tout cas, à ma dernière opportunité là, de faire l'équipe. Puis c'était un moment que l'équipe Canada était tellement forte. Là, écoute, il y avait gagné une médaille d'or, il y avait je te dirais, il n'y a pas grand joueur dans cette édition-là qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Je sais qu'à chaque année, on peut dire la même chose ou presque, là, mais tu avais eu des gros joueurs qui avaient joué, puis il y avait d'excellents joueurs qui avaient été retranchés aussi.
Si ma mémoire est bonne, c'était Jamie Storr qui avait fait l'équipe, puis Dan Cloutier qui ont joué dans la Ligue nationale, les deux. Fait que non, j'avais pas fait l'équipe, mais je me souviens quand même de l'expérience de. C'est drôle, j'avais toujours ce sentiment-là de me comparer avec les joueurs d'Ontario dans l'Ouest, parce que bon, vu qu'au Québec, on le faisait déjà, là, mais tu es toujours curieux de savoir comment ils sont, les gars, parce que, tu sais, comment ils sont, ces gardiens-là, tel joueur, il est bien classé, est-ce que, là, parce que là, OK, tout le monde se compare, tout le monde pense que tu es meilleur qu'un tel ou un tel, surtout quand c'est ton année de repêchage, puis il y a un gars que tu penses que tu es meilleur qui va se faire repêcher avant toi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de comparaisons. Puis moi, le camp d'équipe Canada, c'était que ça. Tu essaies de te concentrer sur toi, mais je me souviens vraiment de regarder. Je me disais dans moi, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. C'était un peu comme ça que je vivais ça. Là. À chaque fois, j'avais la chance, ou dans les matchs des étoiles contre l'Ontario ou contre l'Ouest, c'était un peu la même chose de voir d'autres joueurs, des joueurs classés ou des joueurs repêchés. Je pense que si je faisais ça pour les gardiens, je suis convaincu que les joueurs faisaient ça aussi entre eux autres. Là. Comment est-ce que tu as appris que les Sags avaient l'intention de retirer ton chandail? Puis qu'est-ce que ça a fait? Je l'ai appris, pendant que j'étais en ondes à TVA Sport. Je me souviens, José Tordeur était là, puis je pense qu'il y avait Louis-Jean aussi, puis ils ont fait l'annonce un peu surprise là, directement live en ondes. Puis ce que ça a fait, écoute, c'est sûr que c'était un honneur. C'était un velours de dire, hey, je sais qu'ils n'en ont pas retiré beaucoup de gilets, là, malgré le nombre d'années, toute l'histoire qu'ils ont. Puis c'est comme si je me disais, ça m'a comme rappelé quand j'étais arrivé au San Georges Gisna, puis tu vois les gilets retirés, tu t'espères toujours, ça serait le fun un jour. Il n'y a pas personne qui joue pour se faire retirer sur son gilet, mais quand ça arrive, c'est un bel honneur. Puis ça avait été vraiment, ça a été un beau week-end que j'avais passé en famille, puis aussi de revoir des anciens coéquipiers. Ça avait été vraiment, vraiment plaisant. On dirait que tu ne le réalises pas trop sur le coup, c'est plus par la suite, par après, que tu peux prendre un peu de recul puis dire tu peux être fier, dans le fond, de ce que tu as accompli là, pour l'organisation puis la Ligue en général. Tu parlais de ta famille. Quand tu t'es expatrié, est-ce que ta famille réussissait quand même à aller voir quelques matchs au Saguenay par année? Oui, écoute, mes parents m'ont toujours supporté là, depuis que j'ai commencé à patiner. Je vais dire, mon père et ma mère n'ont pas manqué beaucoup d'entraînement. Puis quand je suis arrivé naturellement à Chicoutimi, c'était avant les FaceTime, c'était plus compliqué là, à garder contact. Là. C'était le bon vieux téléphone longue distance. Mais mes parents venaient me voir partout. Je pense qu'ils n'ont pas manqué un match sur la route. Puis même à Chicoutimi, des fois, mon père, il venait seul, des fois, il venait avec ma mère, mais écoute, il n'en a pas manqué beaucoup. Il faisait des allers-retours pour venir me voir. Je me souviens, après le match, je me dépêchais pour me déshabiller. J'avais un petit 15-20 minutes là, pour parler un peu avec mes parents, puis bang, il repartait à Montréal. Des fois, mon père, comme je te dis, il venait tout seul. Il avait fait son horaire en fonction. Puis, je pense que d'avoir ce support-là, ça m'a vraiment aidé, que ce soit dans les bons moments, les moins bons moments, de toujours avoir une présence, de toujours sentir que tu es appuyé. Moi, je pense que ça n'a pas de prix. Puis, je suis convaincu que tous les joueurs qui ont réussi professionnels, ils ont eu cet appui-là. C'est difficile de réussir quand tu n'as pas ça. Puis, j'ai eu la chance, le privilège de l'avoir. OK, juste pour être sûr que je comprenne bien, là. Ton père partait de Montréal à chaque game, descendait au Saguenay, il n'en a pas manqué beaucoup. Il n'en a pas manqué beaucoup. Puis, naturellement, l'année qu'on a gagné, comme j'ai dit tantôt, on a joué beaucoup de matchs. Il était là à chaque rencontre. Puis, dans des tempêtes, dans les tempêtes, tout ça, naturellement, c'était avant que le parc soit plus sécuritaire. Oui, c'était avant qu'il y ait les deux voies partout. Là. C'était un petit peu plus compliqué dans le temps. Puis, écoute, il est fait très fort. Mes parents, écoute, je pense qu'ils étaient fiers de moi, étaient fiers de venir me voir jouer. Je pense aussi qu'ils voyaient que je l'appréciais. Puis, c'était vraiment... je pense qu'eux ont vécu des bons moments aussi, comme parents, de
de venir à Chicoutimi. Ça a fait quand même, ces 3 années-là, ça fait partie aussi des belles années là, qui ont eu là, pour venir me voir jouer. En tout cas, s'il y avait une voiture neuve, il a passé la garantie dans les premiers 6 mois. Ça, c'est clair. Tu recommanderais quoi à un gars, un jeune joueur qui rentre dans le circuit Courtois cette année, en termes de comment vivre l'expérience à la GMQ? Ben, écoute, c'est un peu ça ce que j'avais dit dans le vestiaire aux joueurs des Sacs, quand on a retiré mon gilet. Yannick, il m'avait demandé de leur parler un peu. Puis, c'est sûr, c'est cliché parce que je me l'ai fait dire aussi quand j'ai commencé par des plus vieux. Mais c'est de ne pas avoir de regrets. Parce que 3 ans, bon, pour certains, c'est 4 ans, mais ça passe vite. Là. Puis j'ai tellement connu des joueurs qui n'ont pas réussi professionnellement. Puis peu importe que tu réussisses ou pas, là, mais c'est juste de se dire, j'ai vraiment tout donné, puis j'ai tout fait dans mes années juniors pour être le meilleur joueur. Il n'y a rien de pire que retourner en arrière et dire, Colin, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû m'entraîner plus, être plus sérieux, peu importe. Puis je pense que si tu le fais complètement à 100%, que ça marche ou pas, tu n'as pas de regret. C'est l'école de la vie, là, la Ligue junior majeure du Québec. C'est pas tout le monde qui va jouer en nationale. Je pense que tout le monde est conscient de ça, mais ça peut tellement t'amener des beaux moments. Puis ça va faire de toi une meilleure personne. Puis moi, je pense que c'est le meilleur conseil. C'est profite-en, ça passe vite. Puis je le sais, la première année, quand les vétérans ils étaient rendus à les gars de 20 ans, ils nous disaient, les gars, profitez-en, vous allez voir, ça va vite. Mais tu sais, quand tu as 16-17 ans, tu te dis, ben oui, ça va vite. Là. Quand tu es rendu à 19, tu as quasiment fini, ou dans certains cas, tu as fini, tu dis, ouais, finalement, il avait raison. Là, tu dis la même affaire aux jeunes, puis je suis sûr que dans leur tête, ils disent, ben oui. Mais c'est une réalité, c'est seulement 3 ans ou 4 là, dans certains cas. Puis profitez-en au maximum. Puis assurez-vous de ne pas avoir de regrets quand vous finissez votre junior, que ce soit pour éventuellement continuer vos études ou dans le milieu du travail ou aller au hockey professionnel pour ceux qui ont cette chance-là. Au moins, tu te dis, j'ai tout fait. Puis je pense que c'est plus facile par la suite pour continuer. Là. Ouais, puis pour plusieurs, puis je pense que tu en es un, les années dans le hockey junior majeur, souvent pour un hockeyeur, même ceux qui ont atteint la Ligue nationale, ouais. C'est les années les plus tripantes pour un joueur de hockey. Tu as raison, parce que puis tu pourrais parler à des gars qui ont eu des bien meilleures carrières que moi dans la Ligue nationale, qui ont joué bien plus longtemps, puis ils vont me dire leur année junior, c'était les meilleurs. Je pense qu'une des raisons, c'est que tout le monde a sensiblement le même âge. Puis, tu sais, les gars qui ont entre 16 et 20, tu vis un peu la même chose. Tu es ado, tu apprends à te connaître, puis tu apprends un peu à te créer une personnalité là, dans ces âges-là. Quand tu arrives à un niveau professionnel, c'est un autre monde. Pas que c'est pas le fun, là. C'est complètement différent. C'est vraiment plaisant, mais c'est ton travail. Tu es un professionnel. Les joueurs sont plus vieux. Tu as des gars avec des familles. C'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est sûr que le niveau junior, t'es dans la plupart dans des petites villes. Les gars sont plus près. Puis, vu que tu vis ce moment-là avec des gars qui ont sensiblement le même âge, moi, je pense que ça fait en sorte peut-être là, que les moments sont peut-être plus marquants pour certains. Là. Puis, je me souviens, c'est sûr que quand je suis arrivé à New York, moi, on était plusieurs jeunes joueurs. Fait que les jeunes, souvent, vont se tenir entre eux autres, ce qui est tout à fait normal. Le gars qui a 30 ans avec 2 enfants, la pratique finie, il s'en va chez eux, ce qui est normal aussi. Tandis dans le junior, les gars, ils se tiennent plus entre eux autres, c'est normal aussi. Là. Éric, merci beaucoup pour ta générosité. Merci de t'avoir replongé dans tes souvenirs d'hockey junior. Merci pour ton temps, puis au plaisir de te rejaser, mon ami. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Alex.